Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui avec nous pour échanger, réfléchir, partager des idées autour du manager de demain. Donc, je vais vous proposer un certain nombre de réflexions qui sont issues de mon expérience. Donc, expérience en fait qui se situe sur une période de 18 mois. En fait, je vais faire un retour d'expérience sur 18 mois d'accompagnement des managers. Donc, ces 18 mois, bien sûr, qui correspondent à la durée qu'on peut estimer de la crise sanitaire avec un démarrage que je situe à mars 2020, au tout début du premier confinement. Alors, avant de vraiment démarrer mon propos, j'attends 1 ou 2 minutes le temps que les personnes se connectent. Donc, je voulais vous dire qu'il y aura de ma part donc une présentation qui durera à peu près 30 minutes et à l'issue de quoi on aura une période d'échange et de réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation ou à la fin, comme vous voulez, au moment où ça vous vient en tout cas. Vous pouvez utiliser l'onglet questions qui est dans la barre du panneau de configuration et proposer une question qui sera ensuite reprise par ma collègue Pauline qui est ici présente avec nous. Alors, avant de démarrer, écoutez, je propose qu'on se présente. Bonjour. Bonjour Pauline. Voilà, donc nous sommes là toutes les deux. Alors, qui sommes-nous? Moi, je suis Valérie Leys. J'interviens au CNAM des Pays de la Loire, donc dans le cadre du pôle management et transformation. Et donc, mon rôle, en fait, c'est d'accompagner les managers dans cette période de formation, de transformation, de transition, de proposer des formations individuelles, collectives, en mode hybride ou autre. On y reviendra. Et donc d'observer et d'accompagner les tendances, les évolutions autour de toutes ces pratiques managériales. Donc tout ça au sein d'une équipe que je vous présente donc sur cette diapo. Donc une équipe qui est constituée donc de Pauline, ici présente. Donc Pauline, Oui. si tu veux dire 2 mots. Oui, je suis donc chef de projet pour le pôle management et transformation. Je suis en charge de la coordination des actions de formation et notamment de la qualité des parcours pédagogiques proposés. Voilà. Donc Pauline est ici avec moi. En fait, elle va m'aider à recueillir vos questions. Elle va avoir un œil vigilant sur les questions que vous aurez à poser. Et donc, elle va me permettre de pouvoir essayer de répondre ou en tout cas partager des réflexions avec vous sur les sujets qui vous préoccupent. La troisième personne que je souhaitais vous présenter, donc, c'est Didier Cheminot, qui est aussi dans cette équipe, qui est directeur du pôle management et transformation et qui donc définit les orientations et les actions que l'on mène dans le cadre de ce pôle. Voilà, donc comme je vous le disais ce matin, en fait, ce que je souhaite partager avec vous, c'est une expérience et des réflexions. Une expérience et des réflexions sur une période donc, qui a démarré avec le premier confinement et le début de la crise sanitaire mars 2020 et qui s'est écoulée jusqu'à aujourd'hui. Mon propos sera centré sur l'impact de la pandémie sur les pratiques managériales, d'une part, ça c'est la première chose que je vais tenter d'analyser, mais également une volonté de projection, une volonté de se dire finalement, ce qu'on a vécu pendant ces 18 mois, pendant cette période de crise, qu'est-ce que ça dit du management aujourd'hui? Est-ce qu'on peut continuer à manager aujourd'hui comme on le faisait hier? Bon, la réponse que je vais vous proposer, c'est non. On ne peut pas. On est obligé de s'adapter à des transformations qui sont vraiment profondes, qui ne sont pas liées que à la crise sanitaire, mais qui ont été démultipliées et vraiment accentuées par la crise sanitaire. Donc, le but de mon propos aujourd'hui sera de dire, c'est quoi le manager de demain? Maintenant qu'on a vécu cette période-là, cette période de transition, cette crise, c'est comment doit se comporter le manager? Quelles sont ses caractéristiques? Quelles sont les compétences qu'il doit mobiliser pour être au rendez-vous? Donc, en fait, je vais organiser mon propos en 3 temps. En gros, ça va être une logique passé, présent, futur. C'est-à-dire que je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, d'où on vient, ce qu'on a vécu.
la période de transition, où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à quoi sont confrontés les managers? Et là-dessus, je me baserai sur mon expérience de formatrice et de consultante pour faire remonter auprès de vous un certain nombre de choses que j'ai pu constater ou de préoccupations qui sont remontées par les managers de façon assez récurrente. Et puis, on se projettera, c'est-à-dire qu'on essaiera aussi de se poser la question de « et demain ?» Et demain, le manager, il ressemblera à quoi? Donc voilà les réflexions que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Alors, on va démarrer par un petit retour en arrière. Pour faire ce petit retour en arrière, j'avais envie de m'interroger avec vous sur ce mot que l'on entend aujourd'hui partout, qui est le mot hybride. Ce mot hybride, ou sa variante hybridation, on a même le verbe hybrider, il est aujourd'hui devenu vraiment monnaie courante dans notre environnement professionnel. Donc, essayons de faire ce petit retour en arrière et de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé autour de ce mot hybride? Alors, en 1997, il y a eu une découverte par le grand public de la voiture hybride grâce à la Toyota Prius. 1997, ça a été l'année où cette fameuse voiture, qui était la première automobile hybride commercialisée au grand public, pas la première existante, mais la première destinée au grand public, eh bien, ça a été un peu la découverte d'une nouvelle technologie, d'un nouveau mode de fonctionnement. Et à l'époque, donc c'était il y a 24 ans déjà, à l'époque, le mot hybride, il n'avait pas du tout intégré notre sphère professionnelle, notre sphère du travail. Il était vraiment relié à cette conception technologique, à ce véhicule donc, qui était censé nous emmener vers le futur parce qu'on allait consommer moins d'énergie, avoir une mobilité plus propre et donc avec moins d'empreinte carbone. Ça, c'était il y a 24 ans. Aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mot hybride, il est partout. Il est partout et il a vraiment intégré 3 domaines essentiels dont on va parler ce matin. Le travail. On va voir qu'aujourd'hui, on est dans un mode de travail hybride. Il a aussi imprégné le monde de la formation. La formation, toutes les formations aujourd'hui que l'on propose au CNAM et ailleurs sont des formations hybrides, ou presque. Quand je dis toutes, j'accentue un peu le trait volontairement, mais c'est quand même une tendance très forte. Et enfin, le management. Et donc, on va réfléchir ensemble à, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau management? Est-ce que c'est réellement nouveau? Et qu'est-ce que ça veut dire que le management hybride? Donc, voilà un mot, voilà une tendance forte en 2021 qui, du fait de la crise sanitaire, du fait de la pandémie, prend une ampleur énorme dans nos pratiques et dans nos façons de travailler. Alors, que s'est-il passé depuis mars 2020 en termes de télétravail? Donc là, j'ai voulu faire un zoom avec vous sur la période que l'on a vécue entre mars 2020 et aujourd'hui et de se dire, bon, comment ont évolué nos façons de travailler durant cette période. Alors, pour moi, il y a vraiment 4 grandes étapes. Alors, avant mars 2020, on va dire, c'était l'avant-crise, l'avant-Covid. La période où on ignorait l'existence même de ce virus, où on ignorait la signification du mot confinement et on n'imaginait même pas que cette chose était possible. Avant mars 2020, donc, on avait dans les entreprises moins de 10% de télétravail. Bon, mars 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé. L'impossible est devenu possible. Du jour au lendemain, une très grande partie de la population active s'est retrouvée en télétravail forcé. Et on a vécu entre mars et mai 2020 un premier confinement très dur qui correspond à cette période que j'appelle de crise aiguë, où tout d'un coup, tout s'écroule, nos représentations, les normes, les routines de travail, nos routines de vie, même nos valeurs qui se retrouvent complètement réinterrogées, eh bien, tout change. Et ça, c'était vraiment une période de crise aiguë avec ce qu'on a vu autour du télétravail forcé. C'est-à-dire que la plupart des gens se sont retrouvés en télétravail contraints et forcés du jour au lendemain, sans forcément en avoir pris la mesure et sans forcément avoir non plus les bons outils pour le faire correctement. Ensuite, il y a eu une longue période entre mai 2020
et septembre 2021, à peu près. Je situe à peu près à ce mois de septembre 2021, et que j'appelle la phase de flottement. Durant cette phase de flottement, en fait, eh bien, il y a eu plein d'expérimentations. Il y a eu une alternance entre des moments en télétravail, des retours au travail, puis revenir en télétravail. Et les entreprises naviguaient un peu à vue entre la volonté de permettre le télétravail pour les personnes qui avaient besoin de rester chez elles pour des raisons soit familiales, soit de santé, et en même temps, la volonté de garder du lien et de faire revenir progressivement les salariés sur le lieu de travail. Donc, des pratiques très disparates, des politiques aussi d'entreprise très différentes, certaines disant il faut revenir à 100%, d'autres disant on peut continuer le télétravail à 100%, avec un apprentissage, une phase quand même qui nous a permis collectivement l'apprentissage. Alors, apprentissage de quoi? Apprentissage du télétravail et de ses effets bénéfiques, mais aussi de ses effets néfastes. C'est-à-dire qu'on a pu se rendre compte que ce nouveau mode de travail, il nous permettait de mieux vivre et de mieux équilibrer souvent la sphère professionnelle avec la sphère privée. Mais on s'est rendu compte aussi de ses limites, on s'est rendu compte aussi de toutes les difficultés que ça générait, de la souffrance que ça pouvait générer chez certaines personnes qui se retrouvaient isolées, qui étaient en perte de repères, en perte de liens et en perte de sens aussi par rapport au collectif, par rapport aux missions qu'elles exerçaient. Voilà, donc tout ça, ça a été un long apprentissage collectif, une longue phase de tâtonnement et d'expérimentation. Et depuis septembre 2021, qu'est-ce qui se passe? Depuis septembre 2021, on est rentré dans une autre phase qui est la phase de stabilisation. Et cette phase de stabilisation, elle correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le travail hybride. Et qu'est-ce qu'on observe? Ce travail hybride, qu'on peut définir comme une combinaison de télétravail et de travail sur site, ce travail hybride, en fait, devient la nouvelle norme. C'est intéressant d'ailleurs de voir dans l'étude qu'a réalisée le groupe ADECO, qui est une étude mondiale, donc qui ne concerne pas que la France. Dans cette étude mondiale, 75% des salariés plébiscitent le modèle de travail hybride. Pour 75% des salariés, c'est un modèle qui correspond à ce qu'ils souhaitent vivre, et notamment un équilibre qui généralement autour de la moitié de son temps en télétravail, la moitié de son temps en présentiel. Donc, on est dans une phase de stabilisation autour d'une nouvelle norme. Et cette nouvelle norme, eh bien, on voit qu'elle est en train de se définir. On a des entreprises qui négocient des accords avec les partenaires sociaux, on a des accords télétravail qui commencent à se formaliser. Et aujourd'hui, le télétravail n'est plus flottant. De plus en plus, le télétravail, il répond à des règles collectives et qui définit des normes en termes de nombre de jours, en termes de règles, en termes de validation, etc. Donc, on est aujourd'hui dans cette phase de stabilisation autour de ce nouveau mode de fonctionnement. Donc, on en est où aujourd'hui? On est plus sur un télétravail choisi, mais aussi régulé, c'est-à-dire avec des normes qui l'encadrent. On est sur une attente très forte et très prégnante chez les collaborateurs comme chez les managers, qui prend vraiment le devant de la scène aujourd'hui, qui est la nécessité d'arriver à mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Mais il ne faut pas oublier aussi que le hors télétravail existe toujours. Il ne faut pas oublier qu'il y a des activités, qu'il y a des métiers qui ne peuvent pas rentrer dans ce modèle de travail hybride et qu'il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas rentrer dans ce modèle. Donc, elles ne sont pas majoritaires, on l'a vu tout à l'heure, mais en même temps, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que cette sphère d'activités, de métiers et de personnes qui ne rentrent pas dans le cadre du travail hybride et existe aujourd'hui et ne doit pas être ignorée. Alors, arrêtons-nous un peu sur cette notion maintenant que l'on voit émerger autour de cette nouvelle organisation du travail, qui est le management hybride. Donc, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est quoi le management hybride? Est-ce que vraiment c'est un nouveau mode de management? Alors, le management hybride, on a spontanément tendance à se dire, c'est savoir alterner des périodes de travail à distance avec des périodes de présentiel. Alors oui, ça c'est le point de départ. Mais ce n'est pas que ça.
Parce que ça, c'est juste une activité d'organisation. C'est juste une activité de planification de périodes et de tâches. Certaines tâches étant plus efficaces en présentiel, alors que d'autres vont être tout à fait possibles à distance. Mais le management hybride, c'est aussi une autre dimension sur laquelle je voulais vraiment insister avec vous aujourd'hui, c'est que ça va être de parvenir à donner corps au collectif autrement que par de la proximité physique. Donc, ça va être tout l'enjeu de ce manager, ce nouveau manager, confronté à cette organisation du travail qui a complètement changé avec la pandémie, qui va devoir constituer une équipe, constituer un groupe, donner corps, c'est vraiment ça l'idée, hein, donner corps à une équipe autrement que par la proximité physique. Et cette façon-là de donner corps à l'équipe, elle est plus complexe, elle est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une multitude de temps et une multitude de lieux à gérer. Donc, le manager hybride, c'est quelqu'un qui va devoir, comme dit Cécile Dejoux, croiser les mondes. Croiser les mondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de jongler entre le monde digital, le monde présentiel et aussi des moments où ces deux mondes seront mélangés. C'est-à-dire que dans une même réunion, on peut avoir à la fois des gens en présentiel et à distance. Donc, ce manager hybride, il va devoir composer avec toute cette complexité et il va devoir être capable de croiser ces différents mondes, ces différents espaces-temps, tout en créant du lien et en donnant corps à une équipe. Voilà, donc l'image du jongleur. Effectivement, notre manager hybride, c'est quelqu'un qui doit jongler entre, on l'a vu, des mondes différents, des espaces-temps différents, mais qui doit aussi avoir un certain art de l'équilibre. Le jongleur, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire et qui arrive à maintenir en équilibre des objets qui peuvent très vite se retrouver déséquilibrés. Voilà pourquoi cette image du jongleur me semble une bonne illustration en fait de ce manager hybride qui doit créer un pont entre le domaine de la présence, de la coprésence, quand on est ensemble physiquement, et le monde de la distance, qui est plus lié au digital. On a souvent tendance à penser, et c'est justifié, que les relations informelles qui sont très importantes dans la vie d'un groupe et dans la relation entre un manager et son équipe sont plutôt possibles lorsque l'on est physiquement présent, co-présent les uns avec les autres. On sait tous, on a tous vécu ces moments de réunion à distance où, certes, on gagne en efficacité, on économise des déplacements, mais en même temps, qu'est-ce qu'on regrette? Cette perte des temps informels, avant la réunion, pendant, la communication non verbale entre nous, les petits apartés, les petits échanges qui solidifient nos relations. Donc, le monde digital, lui, est plus un monde de relations formelles. Et pourtant, on peut quand même, grâce à certains outils, amener de l'informel dans le digital, amener de l'informel tout en n'étant pas présent ensemble. C'est plus difficile et ça doit être pensé. Alors que l'informel physique, c'est quelque chose de tout à fait naturel et spontané dont on a besoin et qu'il faut absolument conserver. Enfin, cette présence ensemble, elle nous permet aussi de gérer l'impromptu, l'imprévisible. L'inconvénient du management à distance, c'est qu'on est obligé de tout prévoir, organiser et planifier. Donc, on est dans un monde beaucoup plus structuré, beaucoup plus planifié, qui laisse moins de place à l'imprévisibilité et à l'impromptu. Or, cet impromptu, c'est la vie. C'est ce qui fait aussi la richesse de nos métiers, c'est ce qui fait aussi que on vit une journée en se disant cette journée ne ressemblait à rien de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Et tout ça, on en a besoin. D'où l'importance, en fait, dans ce nouveau mode de management, d'arriver à concilier ces deux mondes, pour qu'il n'y en ait pas un qui soit prédominant par rapport à l'autre. Alors, ce que je voulais vous dire aussi ce matin, par rapport aux échanges que j'ai pu avoir avec différents managers et ce que je constate au fil de ces différents accompagnements, c'est que la question du temps est vraiment une question cruciale, centrale, au cœur de la préoccupation des managers. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Certes, c'est pas nouveau. Mais
la période qu'on a vécue, les 18 mois de crise sanitaire, de pandémie, me semble-t-il, ont remis au cœur des préoccupations et ont accentué cette problématique du temps pour les managers. Et ce, pour différentes raisons. Donc, on va essayer de s'arrêter un petit peu sur cette notion de temps. Il se passe plusieurs choses. Il se passe que dans le monde actuel, on a quand même souvent le sentiment, et c'est quelque chose qui est très partagé et souvent exprimé, de vivre une accélération. Accélération des rythmes des changements. On est dans des organisations qui changent de plus en plus vite et qui mettent en place des projets qui se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu. Et ça, cette accélération, elle est vraiment très vivement ressentie et elle a été encore plus marquée par la période de crise et de pandémie. Face à cette accélération du rythme des changements, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que souvent, les managers expriment un manque de temps et en même temps un besoin de temps. Alors, manque de temps, pourquoi? Manque de temps pour pouvoir prendre en compte la réalité du temps humain. C'est-à-dire qu'en fait, dans le changement, on sait que l'individu a besoin de temps pour s'approprier les changements qui lui sont demandés. On sait depuis les fameux outils que vous connaissez tous, la courbe du deuil, les courbes de changement, que le temps fait son œuvre dans la gestion du changement et que l'individu a besoin de temps pour s'approprier les choses. Et ce temps humain, il est incompressible. L'être humain, lui, n'a pas changé. L'être humain a toujours les mêmes modes de fonctionnement. Et donc, face à cette accélération des rythmes du changement, le manager, il est de plus en plus sous tension entre le monde qui lui impose d'aller toujours plus vite et le temps humain qui, lui, est incompressible. Et il doit jongler, enfin trouver des solutions avec cette contradiction. D'un autre côté, on a un fort besoin de temps. Et ce fort besoin de temps, il a été accentué par les évolutions du travail qu'on vient de voir et par la normalisation du travail hybride. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le télétravail, on a une part du management individuel qui s'est accrue. On a pris conscience que les besoins individuels étaient vraiment très disparates et très hétérogènes. Donc certes, il est important pour le manager hybride de créer du collectif, mais il est aussi très important de se centrer sur les spécificités des individus, de chaque individu dans son équipe. Et pour ça, il faut du temps. Donc à la fois, on manque de temps et à la fois, on en a de plus en plus besoin. Donc ça, c'est vraiment une deuxième source de tension autour du temps. Et l'autre besoin en termes de temps qui apparaît, qui est souvent évoqué par les managers et que j'ai souvent entendu ces derniers mois, c'est de dire « mais on a besoin de retrouver du temps pour se consacrer au sujet de fond ». L'accélération fait qu'on a ce sentiment d'engrenage et d'être happé par des tâches opérationnelles qui peut s'accompagner d'une perte de sens et qui peut faire qu'à un moment donné, on se dise « mais où sont les sujets de fond et quel est mon temps pour les sujets de fond ?» Donc, pour faire face à tout ça, eh bien, l'enjeu, me semble-t-il, aujourd'hui pour le manager, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur son temps. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais comment fait-on? Et là, c'est effectivement plus complexe. On y reviendra tout à l'heure sur cette question du comment fait-on. Les attentes générationnelles sont également un point central du manager aujourd'hui. On a beaucoup parlé depuis de nombreuses années de la génération Y. Aujourd'hui, on a la génération Z, c'est-à-dire les personnes qui sont nées dans les années 2000, qui arrivent dans le monde du travail. Et cette génération-là, qui est née avec Internet et qui est née avec l'habitude d'avoir des réponses immédiates. Donc, face à ces générations et face à ces attentes nouvelles, le manager, il est bousculé. Il est bousculé dans sa représentation du lien et dans sa manière d'animer son collectif. Je reprends cette image du jongleur parce que effectivement, notre manager hybride, qui doit composer avec toute cette complexité dont on a parlé, il doit aussi composer avec les attentes des nouvelles générations, qui sont de moins en moins nouvelles et qui sont de plus en plus
fortes, ces attentes. Je les ai rassemblées en 4 termes qui me semblent des points importants, donc, et parfois qui peuvent s'avérer contradictoires. On a des générations qui sont en fort besoin et forte demande d'autonomie. Ça, c'est un point crucial pour le manager. Mais en même temps, on a aussi une attente en termes de sécurité. Donc, comment jongler entre cette attente, ce besoin d'autonomie et ce besoin de sécurité? Eh bien, ça va être toujours pareil à notre manager à trouver un équilibre, puisqu'on est vraiment dans la gestion des équilibres, entre le besoin d'autonomie et le besoin de sécurité. On a aussi une forte attente autour du sens. La question du sens n'est pas non plus une question nouvelle en management, mais ce qui est nouveau, c'est que pour les nouvelles générations, donner du sens et trouver du sens dans ce qu'on fait, ça devient une question prioritaire. Le pourquoi est là vraiment la première question. Pourquoi je fais ça? Tu me demandes de faire telle chose, oui, je veux bien, mais pourquoi? C'est-à-dire, je ne vais pas faire quelque chose parce que tu es mon manager et parce que le système hiérarchique le définit. Ça n'a plus tellement de sens pour ces générations. Par contre, c'est comprendre pourquoi et quel sens ça a. Et enfin, le collaboratif. C'est-à-dire qu'on a aussi cette nécessité de prendre en compte des manières d'animer les groupes et de travailler plus collaboratives. Ce qui veut dire à la fois connaître des outils d'animation de groupe, que ce soit en présentiel ou en distanciel, qui permettent de développer le collaboratif. Mais les outils ne suffisent pas à faire du collaboratif, puisque le collaboratif ne peut fonctionner que si l'on donne des marges de manœuvre. Donc l'enjeu crucial pour le manager, ça va être d'accepter et de trouver, parce que c'est parfois rendu difficile par l'organisation, mais de trouver des marges de manœuvre pour pouvoir responsabiliser son équipe et faire jouer une dynamique collaborative. Alors, on s'arrête quelques minutes sur cette question du sens, simplement pour dire une chose, c'est que le manager à lui seul ne va pas donner le sens. Le sens, c'est une construction à double sens. À la fois, on a un ou des managers qui, au niveau collectif, peuvent effectivement, par leur message, par leur communication, en donnant la vision, peuvent clarifier le sens collectif et donc le donner à ses collaborateurs. Mais ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que le sens, il m'appartient. Ce qui fait sens pour moi ne fait pas sens pour ma collègue ou mon voisin de bureau. Donc, le sens, en fait, c'est un double mouvement entre ce qui est construit au niveau collectif, qui est donné au niveau collectif, ce que l'on doit faire ensemble, notre mission, nos visions, nos valeurs, mais également mes propres valeurs et ma propre vision de ce qui est important pour moi. Et ça va être dépendant de qui je suis, de ma personnalité, de mon histoire de vie, de ma culture, de ma formation, etc. Donc le manager ne va pas être seul à donner du sens. Il va devoir engager un mouvement de construction de sens avec son collaborateur, qui d'une part dépend d'une dynamique effectivement collective, mais qui est aussi très individualisée. Et encore une fois, là, on revient à la nécessité d'équilibrer ce mouvement collectif avec ses attentes individuelles. Et donc, pour connaître ce qui fait sens pour chacun, la seule solution, c'est d'aller chercher, d'aller investiguer ce qui fait sens pour mon collaborateur. Donc, pour cela, d'entrer en relation avec lui et d'apprendre à connaître ses caractéristiques et ses attentes. Voilà. Donc, juste cette parenthèse pour dire que le manager ne peut pas à lui tout seul donner sens à la place de quelqu'un. Chaque personne va construire le sens entre ce que va lui donner son manager et ce qui va faire sens pour elle-même. Alors maintenant, parlons un peu des compétences de ce nouveau manager. Eh bien, pour résumer, au vu de tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à présent et des différentes évolutions qu'on a pu constater, je retiendrai 4 points. Ce nouveau manager, il doit être une ressource. Il doit se positionner comme une ressource pour son équipe. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il doit centrer son travail sur la relation de confiance et non seulement mettre en place, mais aussi entretenir cette relation de confiance avec ses collaborateurs
qu'il soit en présentiel ou à distance. On ne peut plus manager le travail comme avant à partir du moment où mes collaborateurs sont partiellement en télétravail ou une partie de mon équipe est à distance et l'autre en présence. La confiance est le ciment indispensable de ce nouveau mode de management. Et donc, cette confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit, il faut la mettre en œuvre, il faut créer les conditions de la confiance et ensuite, il faut la développer et l'entretenir. Troisième élément, ce nouveau manager, c'est quelqu'un qui va être à l'affût de tout ce qui se fait sur le terrain. C'est quelqu'un qui va savoir détecter les bonnes pratiques, qui va savoir les valoriser pour les faire partager dans le collectif, mais qui va être avec des capteurs, des antennes qui vont lui permettre de repérer ce qui se fait à un endroit, les usages qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, les pratiques qui sont à valoriser et celles qui seraient abandonnées, et qui va s'imprégner de toute cette capacité qu'il aura à capter, à détecter, à observer, pour ensuite faire partager tout ce qui fonctionne de manière collective. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une vision du management qui est plus dans l'émergence, c'est-à-dire qu'on va faire émerger du terrain des usages, des pratiques que l'on va valoriser, plus que dans une vision descendante ou avec un manager qui donnerait des directives pour les usages. Aujourd'hui, la réalité est tellement complexe qu'en fait, le rôle du manager, il est complètement modifié, bouleversé par tout ça. Et puis, quatrième point, extrêmement important, pour les compétences du nouveau manager, il va devoir faire vivre le collectif en prenant en compte toute cette complexité de présence et de distance. Alors, est-ce que tout ça, finalement, c'est quelque chose qui est nouveau? Eh bien, pas tant que ça. C'est pas tellement le caractère de nouveauté qui me paraît ici intéressant, mais c'est plutôt de se dire, aujourd'hui, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que d'évoluer et on ne peut plus continuer à manager comme on le faisait avant la crise, parce que la tendance est tellement forte que les pratiques sont vraiment bouleversées. Donc, j'en reviens à un modèle entre guillemets, qui date des années 70. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose de foncièrement nouveau. Mais ce manager hybride, il fait penser à ce que Robert Greenleaf, qui est un chercheur américain, appelait dans les années 70 le servant leader. Le servant leader, qu'on pourrait traduire par leader au service de son équipe, c'est un peu un anti-héros du leadership. C'est un peu l'opposé du leader charismatique traditionnel. C'est un leader qui a vraiment vocation à se mettre au service d'une équipe et qui met toute son énergie et toutes ses capacités de leader, en fait, à valoriser le collectif et à faire avancer ce collectif vers le projet commun. Voilà, donc ce modèle-là, il est intéressant de se le réapproprier parce qu'il est très moderne et qui fait complètement écho à ce que l'on vit aujourd'hui dans les évolutions des modes de management et notamment dans ce nouveau système hybride. Donc voilà, intéressant de se replonger sur cette vision de notre anti-héros du leadership, qui, comme je vous le disais, vraiment à l'opposé du leader charismatique traditionnel, puisque c'est quelqu'un qui va savoir s'effacer, faire preuve de beaucoup d'humilité pour toujours mettre en avant son équipe et les membres de son équipe. Alors, on a un deuxième anti-modèle qui est intéressant, qui est à l'opposé du manager indispensable. Parce que pour pouvoir exercer ce management complexe, hybride, eh bien, il faut absolument se départir de cette vision du manager indispensable qui répond à toutes les sollicitations et à tous les problèmes. Et pour se départir de ça, pour déconstruire cette vision-là du manager indispensable, on a une autre notion qui n'est pas nouvelle non plus, mais qui est extrêmement intéressante aujourd'hui, qui est la subsidiarité. Alors, la subsidiarité, c'est quoi? La subsidiarité, c'est ce principe en fait qui consiste à dire que toute action et décision doivent être menées au plus près possible du terrain. C'est-à-dire que tout ce qui peut être traité à un échelon doit le plus proche possible du terrain doit être traité à cet échelon-là et ne doivent remonter à l'échelon supérieur que les problématiques qui ne peuvent pas être traitées
au plus près du terrain. Autrement dit, on a là une logique en fait qui est un peu à l'opposé de la logique de la délégation. La délégation, ça consiste à partir du haut de la pyramide de la hiérarchie pour confier des périmètres d'action à ses collaborateurs, pour confier des champs de décision possibles. Alors que là, avec la subsidiarité, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne définit, on ne formalise que les décisions qui vont devoir être traitées par le management au lieu de formaliser les champs d'action du collaborateur. Donc, on est dans deux logiques qui sont un peu opposées, mais en même temps complémentaires. D'un côté, on a la délégation qui va être avec une forte attente en termes de rendre compte. Je délègue, donc j'attends que mon collaborateur me rende compte de ce qu'il fait. Et de l'autre côté, on va être avec la subsidiarité dans une logique de soutenir. C'est-à-dire que le manager, en fait, il va accompagner chacun de ses collaborateurs à résoudre des problèmes opérationnels qu'ils rencontrent dans leur activité, mais il va les accompagner aussi dans leur évolution professionnelle. Donc, on va être vraiment dans une logique du soutien beaucoup plus que dans celle du rendre compte. Et il y a cette définition du management qui est intéressante, je trouve, et qui est vraiment d'actualité aujourd'hui et qui revient à Pierre-Yves Gomez, qui est enseignant-chercheur à l'École de management de Lyon, qui dit finalement, le management, selon le principe de la subsidiarité, c'est laisser faire autant que possible, mais intervenir autant que nécessaire. Laisser faire autant que possible, laisser de l'autonomie, laisser des marges de manœuvre chaque fois que c'est possible, mais ce qui ne veut pas dire se désengager, puisque je vais être en soutien et intervenir chaque fois que ce sera nécessaire en appui de mes collaborateurs. Donc là, une nouvelle idée qui est vraiment, à mon avis, à reprendre très au sérieux aujourd'hui et qui revient sur le début de la scène avec ces nouveaux modes de management. Donc au cœur de tout ça, j'en ai un peu parlé, mais je voulais quand même y revenir. Il y a un ingrédient indispensable pour que ça fonctionne, ce nouveau mode de management, c'est la relation de confiance. Et cette relation de confiance, eh bien, elle n'est pas toujours si évidente. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle ne se décrète pas. Donc, elle va dépendre de multiples paramètres qui sont à la fois liés à la culture de l'organisation, à ses modes de fonctionnement, mais aussi à la culture managériale et à la posture que prend le manager. On a souvent tendance à dire confiance n'exclut pas le contrôle. Eh bien, moi, je dis si. Confiance égale un contrôle diminué. C'est-à-dire que pour réellement mettre en œuvre le principe de confiance, il faut que, d'un autre côté, les process de l'organisation, les process de contrôle de l'organisation soient affaiblis et diminués. Parce que si moi tout seul, je décide de mettre en place un management basé sur la confiance et la responsabilisation de mes collaborateurs, mais que d'un autre côté, j'ai une pression permanente du système pour rendre des comptes, faire du reporting et assurer des activités de contrôle, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, il y a forcément à un moment donné un affaiblissement des systèmes de contrôle qui doit s'opérer dans l'organisation pour permettre à ce nouveau mode de management basé sur la confiance de réellement s'opérationnaliser. Tout ça ne veut pas dire, bien sûr, la disparition des règles. Les règles sont toujours très importantes et les règles sont porteuses de sens, mais ces règles, elles sont sans arrêt négociées, redéfinies et réexpliquées. Donc, elles font l'objet d'un travail de pédagogie et de négociation. Voilà, donc ce manager, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui va vraiment savoir détecter, capter les bons usages et capter les bonnes pratiques pour pouvoir ensuite les valoriser et les partager. Ce manager, c'est quelqu'un qui va également pouvoir souder son collectif grâce à des méthodes collaboratives qui peuvent être utilisées à la fois en mode distanciel et en mode présentiel. Ces méthodes collaboratives qui ont un triple avantage. Premièrement, elles répondent à une forte attente générationnelle. Deuxièmement, elles sont une mise en action très concrète de la relation de confiance. Et troisièmement, elles permettent de déceler et d'actionner des marges de manœuvre dans l'organisation
et de responsabiliser les collaborateurs et de leur permettre d'intervenir dans certaines prises de décision. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Donc, pour vous dire les éléments suivants qui me paraissent être importants à retenir. Premièrement, le management hybride, selon moi, n'est pas un effet de mode. C'est vraiment une tendance de fond qui a modifié complètement le paysage du management d'après-crise, d'après-pandémie plutôt. On est dans un nouveau monde avec de nouvelles normes et de nouvelles valeurs. Voilà, donc toutes ces nouvelles normes, elles sont aujourd'hui en cours de construction. Dans cette phase de stabilisation, on voit qu'on est en train de construire un nouveau cadre de travail et de nouvelles règles avec une valeur d'équilibre vie pro, vie perso qui devient centrale et avec aussi la volonté de trouver des modes de travail qui conviennent à chaque individu. Ce management hybride, il appelle également, on l'a vu, à repenser complètement la relation entre le manager et le collaborateur. Et enfin, on peut dire également que les compétences liées à l'intelligence émotionnelle et à l'intelligence collective sont vraiment au premier plan des compétences que doit mobiliser ce manager en mode hybride. Restons en contact. Donc, le CNAM, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Je vous propose aussi de vous connecter, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la plateforme FunMOOC, qui permet, c'est FUNS pour France Université Numérique, c'est une plateforme qui permet d'accéder à des MOOC gratuits. Donc, sur cette plateforme, vous avez des MOOC du CNAM, notamment le MOOC de Cécile Dejoux sur le management post-Covid, qui reprend un certain nombre d'éléments que j'ai pu aborder aujourd'hui pour ceux que ça intéresse ou qui souhaitent compléter, avoir un autre regard. J'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute et donc je reste bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Pauline? Oui, j'arrive. Voilà. Je se connecte, ça y est. Alors, on a eu quelques questions. Alors, je vais commencer par te poser des questions qui nous avaient été envoyées en amont, plutôt en privé. Concernant le mode de management, donc le mode de management hybride, est-ce qu'il concerne uniquement le manager de proximité? Alors, c'est vrai, quand on parle de management hybride et qu'on interroge les managers en leur demandant, d'après vous, quel est le niveau le plus impacté par ces nouvelles pratiques, ce nouveau mode de management, ils sont entre 65 et 70% à répondre le manager de proximité. Donc, on est vraiment effectivement sur un manager de proximité qui a un rôle clé dans la mise en œuvre de ce management hybride. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le lien direct avec les équipes qui sont sur le terrain, avec les équipes métiers. Donc, comme on l'a vu dans cette posture qui va consister à faire émerger les bons usages, à faire émerger les bonnes pratiques du terrain et cette logique de subsidiarité, ce lien et cette connaissance du métier, elle est extrêmement importante. Et donc, le manager de proximité, oui, il est au cœur de ce dispositif. Maintenant, je peux nuancer quand même cette réponse en disant que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une réflexion sur l'évolution du mode de management à tous les niveaux de l'organisation. On ne peut pas avoir des managers de proximité qui soient tout seuls à vouloir porter une logique basée sur la confiance et la subsidiarité si au-dessus d'eux, ils sont managés avec des systèmes qui restent très directifs. Ça ne peut pas marcher. Donc, d'un autre côté, oui, je dirais le manager de proximité, il est au cœur, mais d'un autre côté, il ne peut pas être tout seul. Et c'est une réflexion sur l'ensemble des pratiques managériales de l'organisation qui doit être menée pour que que ce management fonctionne. Ça veut dire y compris au niveau des directions et y compris au niveau stratégique. Mais justement, on a une question. Pardon, est-ce que tu vas terminer? Non, oui, c'est bon. Ok. On a une question justement parce qu'elle vient juste d'arriver. En quoi et comment les services RH ont un rôle à jouer? Alors oui, ça c'est très intéressant d'avoir posé cette question. Effectivement, j'ai pas trop mis le zoom sur les services RH, mais ça me permet d'ajouter que le service RH, il a un rôle essentiel.
pour accompagner cette évolution. Pourquoi? Parce que dans la plupart des organisations qui sont confrontées à ces nouveaux modes de travail, à ces nouvelles attentes générationnelles, il faut accompagner les managers dans leur évolution. Et qui est aux commandes et au pilotage de cet accompagnement et de ce développement de compétences? C'est bien justement les services RH. Et les services RH, là où, à mon avis, ils peuvent jouer un rôle crucial, c'est que c'est eux qui peuvent faire se rejoindre la stratégie de l'entreprise, les enjeux stratégiques et les pratiques managériales. C'est eux qui peuvent montrer que pour, par exemple, développer son attractivité autour de la marque employeur, il faut mettre en place de nouveaux modes de management. Et en montrant ça, en montrant le côté stratégique de faire évoluer ces pratiques de management, ils vont pouvoir donner du sens et aussi obtenir des moyens pour investir dans l'accompagnement des managers et dans l'accompagnement de l'évolution des pratiques des managers. Donc, ils sont vraiment au cœur de tout ça, en termes d'accompagnement et en termes d'articulation entre les besoins de formation sur le terrain d'un côté, mais aussi l'impact sur la stratégie de l'entreprise de l'autre. Ok, ok, très bien. Je pense que c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le rôle des services RH? Je vous laisse les poser. Dans un tout autre domaine, sans transition, dans une entreprise où domine la culture du contrôle, comment faire pour mettre en place ce nouveau mode de management? Oui, bon, ça, c'est une bonne question. C'est difficile d'y répondre. Effectivement, on a parlé de l'importance de la relation de confiance pour que tout ça existe réellement. Si on est dans un système où on a plutôt l'habitude de on est plutôt dans une culture du contrôle et où la confiance ne fait pas partie de la culture d'entreprise, ça va être très difficile pour les managers tout seuls de retrousser leurs manches et de faire vivre ce genre de principe. Donc là, je dirais qu'on est sur un enjeu de transformation organisationnelle. Mais d'un autre côté, cette entreprise X ou Y qui aurait cette culture du contrôle, elle va être obligée de changer, elle va être obligée d'évoluer parce que le monde a changé. Et c'est là où je pense les transformations, elles sont vraiment très fortes. C'est des tendances lourdes dont on parle. C'est qu'elle ne va pas pouvoir rester isolée dans son monde d'avant et à continuer à pratiquer le contrôle comme elle le pratiquait avant. Pourquoi? Parce que sinon, elle va perdre des collaborateurs. Aujourd'hui, il est très difficile de recruter les collaborateurs lorsqu'ils ne sont pas en accord avec les valeurs ou le management de l'entreprise, ils peuvent partir. Et elle va avoir du mal à être attractive et à recruter, d'autant plus avec cet effet nouvelle génération. Donc, je dirais que là, on serait dans un schéma où ce qu'il faudrait actionner, c'est la transformation culturelle de l'organisation. Et pour ça, travailler sur différents leviers qui peuvent être, pourquoi pas, mettre en chantier une charte du management pour s'interroger sur nos façons de manager et faire accompagner tout ça par un service RH qui peut être un levier aussi s'il est lui-même convaincu qu'il faut vraiment sortir de cette logique du tout contrôle. Du coup, alors ça rejoint une autre question qu'on a reçue tout à l'heure. Est-ce que tu as une recette pour expliquer comment mettre en pratique tout ce que tu nous as expliqué jusqu'à présent? Ou est-ce qu'on reste justement sur les leviers, plutôt sur la culture organisationnelle? Une recette, mais ça n'existe pas, ça, les recettes. Malheureusement. Non, mais après, tout ça est très contextuel et très contingent. Je crois que l'idée, c'est plutôt de se dire, il faut vraiment qu'on change nos façons de faire et notre vision des choses. Il faut qu'on le fasse collectivement. Et plus on en sera convaincu et plus ce sera partagé, plus on sera force et moteur pour tous ces changements. Donc non, bien sûr, je n'ai pas de recette. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'accompagner les organisations dans ces changements. Il y a plus des actions qui peuvent être très efficaces.
Alors, on peut imaginer des actions de formation des managers, mais pas seulement. Il peut y avoir aussi des actions de coaching individuel. Il peut y avoir des actions plus au niveau des codires pour permettre à un codir de redéfinir son projet d'entreprise, par exemple. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de recette, mais il y a des convictions qui sont fortes en tout cas pour nous, dans notre équipe au CNAM, mais qui sont aussi fortes pour beaucoup d'entreprises avec lesquelles on échange régulièrement. Et il y a des actions qui sont menées et qui permettent d'aller vers ces changements. Donc, non, il n'y a pas de recette, mais ce qui est important, c'est de s'entourer, de savoir s'entourer et de se faire aider aussi quand il y a besoin. Et puis, en interne, de repérer quels sont les éléments de blocage. Est-ce que c'est les managers eux-mêmes? Est-ce que c'est un blocage plutôt au niveau de la direction? Est-ce que ce sont les collaborateurs qui sont insécurisés ou désengagés du fait du télétravail et qu'il faudrait remobiliser? Enfin, voilà, selon les problématiques, en fait, il peut y avoir différentes solutions, donc différentes recettes adaptées à des contextes. Mais sûrement pas une recette unique pour tout le monde. Ça, non. Justement, alors, je suis désolée pour la personne qui a posé la question. Alors, je vais essayer de te la retranscrire parce que je ne l'ai pas très bien compris, mais ça parlait justement du soutien. Alors, donc la question, bonjour, le soutien, plus que rendre compte, souligne-t-il également une capacité plus forte de la part des collaborateurs? Alors, si la personne veut bien reformuler peut-être la question, ça, je pense, nous aiderait. Mais voilà, autour de la question. Peut-être. Ouais, je comprends peut-être quelque chose derrière. Alors, je ne sais pas si je l'interprète correctement, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant de dire effectivement sur cette question, soutenir, c'est effectivement une compétence que doit avoir le manager, mais c'est aussi une compétence que doit avoir le collaborateur. Parce que pour que le soutien fonctionne, c'est-à-dire pour que le management sur le principe de la subsidiarité fonctionne, ça veut dire qu'il faut que le collaborateur soit capable de dire quand il a besoin d'aide. Et n'aie pas peur, et pour ça, il faut un climat de confiance, parce qu'il faut que le collaborateur ne se sente pas insécurisé du fait de dire, eh bien là, je n'y arrive pas, ou là, j'ai besoin de ton aide, ou là, j'ai besoin d'un renfort, d'une écoute, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais en tout cas, ça me paraît important de préciser qu'effectivement, pour que ce principe fonctionne, il faut que les collaborateurs soient dans une culture du droit à l'erreur, où ils ont la possibilité d'alerter leur manager quand ils ont besoin d'aide, sans que ce soit vécu comme tu n'as pas bien fait ton travail, mais au contraire, tu fais bien ton travail puisque tu m'alertes alors que tu es en difficulté et que c'est mon rôle. Voilà comment je comprends la question, mais c'était peut-être pas ça. Alors, peut-être que la personne pourra nous dire si effectivement la question, la réponse était ta réponse répond à sa question. Alors, on avait aussi des différentes remarques justement sur tout ce qui est évolution des mentalités, comment la façon de travailler avec les nouvelles générations. Concernant leur centre d'intérêt, la place du travail, mais je pense que tu as répondu. Est-ce que tu veux bien juste refaire une synthèse de ces points sur l'évolution des mentalités des nouvelles générations? Oui, alors moi j'ai soulevé 4 points. Après, ils sont pas forcément exhaustifs. Et il faut faire attention non plus à pas trop généraliser parce que c'est vrai que l'approche générationnelle, elle est importante, mais en même temps, elle a un défaut, elle a un inconvénient, c'est qu'elle est réductrice. Elle est réductrice des traits de personnalité. Et il faudrait pas, parce que on note des tendances générationnelles, se départir d'un intérêt pour les spécificités de chaque individu. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc moi, les 4 points que j'ai soulevés, mais encore une fois, ils ne sont pas exhaustifs par rapport aux nouvelles générations, c'est fort besoin d'autonomie et de sécurité en même temps, donc des attentes parfois contradictoires avec lesquelles il faut jongler entre je veux faire seul, mais en même temps, j'ai besoin d'être sécurisé. Voilà, donc ça, c'est un rôle du manager à trouver.
la question du sens au cœur de toute la relation et la légitimité du manager. Le manager ne sera reconnu que s'il arrive à donner sens à ce qu'il propose à son équipe. Et le quatrième point, c'était sur la nécessité de développer des modes de travail basés sur le collaboratif. Ce qui suppose de laisser des marges de manœuvre à ces personnes. Donc voilà, ça c'est 4 points qui me semblent importants pour le manager, mais après, il y a peut-être bien d'autres choses qui peuvent être dites autour de ces questions-là. Mais encore une fois, voilà, attention à ne pas réduire l'importance de la prise en compte des besoins de chaque individu et des spécificités individuelles. Ce n'est pas parce qu'on est de la même génération qu'on a les mêmes besoins, les mêmes attentes, ni que on donne du sens de la même façon. Parce que j'ai voulu montrer aussi que donner du sens, c'était quelque chose de très personnel également. Exactement. Et concernant le sens, alors, concernant la quête de sens, n'est-il pas possible d'aider un collaborateur à faire le lien entre ses attentes et son travail en étant à l'écoute de ses besoins? Si, bien sûr, complètement. C'est tout à fait une démarche adaptée dans la construction de sens. Il y a à la fois donner le sens collectif en donnant du sens au projet que l'on porte en tant que manager, par exemple, mais il y a aussi, comme le dit la personne, être à l'écoute de ses besoins, de sa vision du monde et de ses propres valeurs, et de savoir ce qui va faire sens pour elle en tant qu'individu. Voilà, oui, donc tout à fait. Je rejoins totalement cette remarque. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Il y a eu des remarques concernant personnes qui disent tout à fait d'accord pour le rôle essentiel des RH et pourtant ils ne sont souvent pas assez formés et équipés sur ces nouveaux sujets car noyés par les approches administratives et opérationnelles. Il y a du boulot pour nous. C'est dommage, oui, effectivement. Nous avons également la recette, c'est la vision, la confiance, des valeurs partagées, l'honnêteté, le respect, la congruence, de beaucoup de bon sens. Voilà, des ingrédients de recette. Donc ça, c'est un avis partagé, plus une question. Oui, c'est un avis partagé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vient d'arriver. Peut-être une ou deux dernières questions, Pauline, avant de terminer, puisqu'on arrive à la fin de l'heure. Oui. Eh bien, écoute, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Si on a fait le tour des questions qui ont été posées. D'accord, donc il n'y en a plus? Non. Non? Non. Eh bien, non, je vais à ce moment-là clôturer la réunion, si c'est le cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que cela vous a intéressé. En tout cas, voilà, l'idée, c'était vraiment de partager avec vous et poursuivre les réflexions, puisque c'est quand même un immense chantier et beaucoup de changements qui sont devant nous et qui sont passionnants. À bientôt, Pauline, et au revoir à tous.